Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale et très attendue puisque l'on va parler de Panerai et il y a des choses à dire. Dans une précédente vidéo, j'avais poussé un coup de gueule contre certaines marques, dont Panerai. Ça vous a fait réagir, parfois vivement d'ailleurs, et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir là-dessus, tant le sujet est explosif. Ici, sur cette chaîne, on aime tous l'horlogerie, mais on n'aime pas trop le bullshit marketing, même pas du tout. Avec mon équipe, on a effectué des recherches pendant des mois parce que l'on sent qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond chez Panerai. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mon avis et le résultat de notre travail d'enquête. Attention, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis et le résultat du travail d'enquête que l'on a pu faire. Faites-vous votre propre opinion sur le sujet. Mais perso, j'ai été choqué de ce que l'on a découvert. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et lâchez un like sur cette vidéo, ce qui permet de soutenir notre travail et de continuer à vous sortir des contenus de ce type. Commençons sans plus attendre. Si on se réfère au site officiel de la marque Panerai, la première boutique, Officine Panerai, aurait été ouverte en 1860. Le problème avec cette version de l'histoire racontée par la marque, c'est qu'elle n'est pas totalement vraie. Panerai souhaite faire de son storytelling une réalité historique, mais cette histoire est bien différente de la réalité. Pour mieux démêler le vrai du faux, nous allons commencer par le commencement. Selon un article paru sur le site internet Panerai Magazine, à l'origine, Panerai et Figlio Orologio Firenze, excusez-moi pour cet accent qui est vraiment nul, est un détaillant multimarque de montres créé par Giovanni Panerai, installé à Florence depuis la seconde moitié du 19e siècle. Je tiens à préciser que la marque de montres Panerai n'existait pas encore, au début c'était un détaillant. C'est notamment grâce à ses rapports personnels avec la marine italienne qu'il est devenu progressivement fournisseur d'instruments de mesure, fournisseur d'instruments de pont et de peintures luminescentes d'appontage, tant pour les plongeurs de la marine royale italienne que la marine allemande pour les Kampfzimmer allemands. Ce sont en gros les nageurs de combat. C'est seulement un peu avant la Seconde Guerre mondiale, autour de 1938 environ, que le revendeur multimarque saisit l'opportunité de créer, selon la demande militaire de l'époque, une montre étanche pour les plongeurs. C'est à partir de cette période que la première montre Panerai va être développée. Cette montre dispose d'un boîtier Rolex. Rappelons que Rolex a créé le tout premier boîtier hermétique étanche à l'eau et à la poussière sur un boîtier coussin, le boîtier Oyster en 1926, modèle Prima. Cette montre, à part son boîtier Rolex, dispose également d'un mouvement Rolex, une couronne brevetée Rolex et un cadran simple surnommé Sandwich afin d'avoir une bonne lisibilité, ce qui était d'une grande utilité pour les plongeurs à l'époque. Le système du cadran dit Sandwich est une invention de Lippmann en 1910. Il suffit de découper le cadran et d'y mettre une substance radioactive luminescente en dessous, d'où son appellation de cadran sandwich. Selon le site Perescope, qui est très connu notamment auprès des passionnés de Panerai, je cite, les montres Panerai étaient spécialement conçues pour le Decimamas, une unité d'hommes-grenouilles italiens de la Regia Marina, en gros la marine royale italienne, pendant le régime fasciste sous le règne de Benito Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale. Toujours selon le site Perescope, le fait que les montres Panerai étaient utilisées par des nageurs de combat nazis pendant la Seconde Guerre mondiale est sans aucun doute le chapitre le plus sombre de l'histoire de Panerai et Figlio. Surtout que certaines montres Panerai ont été utilisées par des nageurs de combat allemands, contrairement à ce qui est dit sur le site internet de la marque. Forcément, il est normal qu'une marque ne mette pas ce genre d'informations en avant. Pour confirmer ce que je vous dis, une simple recherche sur Google peut le confirmer. Il suffit de rechercher un peu et vous allez tomber sur différents sites qui en parlent et même certaines maisons de vente aux enchères en ont même vendu et certaines ont même atteint des records. Toujours selon le site Perescope, après la défaite des Allemands et des Italiens en 1945, la marque Panerai, qui fournit également des instruments, boussoles et outils divers, produit toujours quelques pièces pour des demandes militaires jusqu'en 1973 où le nouveau CEO, Giardino, décide de suspendre la fabrication de montres car le volume était bien trop faible et ça jusqu'aux années 90. Pour vous dire à quel point la production avait baissé, la marque ne produisait que quelques pièces par an seulement, comme le confirme un article du site The Good Life
Je cite, « Jusqu'aux années 70, la marque est quasiment inconnue. À l'époque, sa production se limite à quelques dizaines de pièces par an, prioritairement destinées à la marine italienne et particulièrement à ses plongeurs de combat. Et même les activités horlogères de Panerai ont été suspendues jusqu'au début des années 1990, alors que la société se concentrait sur la poursuite de la fabrication de composants aérospatiaux, d'outils de plongée et d'équipements tactiques, comme révèle un extrait du QP Magazine de 2007. Et selon le livre Panerai, Laboratorio dei Idee, avec la participation de Stéphane Cesca, directeur de la rédaction du magazine de la Revue des Montres, à la page 58, on peut lire « Les premiers modèles de montres Panerai n'ont été fabriqués qu'en 300 exemplaires entre l'époque de leur mise au point et 1992 et réservés exclusivement à 2 marines militaires. On peut en déduire qu'il parle de la marine allemande et la marine italienne. 300 pièces, c'est peu, ça fait moins de 6 montres par an entre 1938 et 1992. La marque Panerai était destinée qu'aux professionnels. À cette époque, elle n'était pas vraiment connue, même inconnue du grand public. Le groupe Richemont est fondé en 1988 en Afrique du Sud. C'est aujourd'hui l'un des plus gros groupes de luxe au monde. Par la suite, pour éviter les sanctions internationales qui pouvaient frapper le régime de l'apartheid, le groupe décide de séparer ses activités étrangères et ses activités en Afrique du Sud. De cette séparation d'actifs naît le groupe Vendôme. Le groupe Vendôme regroupait les activités de la mode et du luxe du groupe. Et c'est en 1997 que le groupe rachète la marque Panerai. La stratégie du groupe sera d'en faire une marque ultra rentable et surtout beaucoup plus parlante aux yeux du grand public. Quand on lit l'histoire de la marque, disponible sur le site durant cette période, on a l'impression qu'elle a réalisé beaucoup de choses et même des exploits alors que pas du tout. Comme le dit Angelo Bonatti, qui dirigeait l'ouverture au public de la marque Officine Panerai dès ses débuts et qui a été ensuite CEO de la marque Panerai jusqu'en 2018, lors d'une interview, il dit « Quand je suis arrivé, l'enseigne n'existait pour ainsi dire pas. Seuls quelques collectionneurs initiés connaissaient et cherchaient ces montres rarissimes. » Toujours selon Angelo Bonatti, je n'avais même pas de secrétaire. J'ai constitué une petite équipe et nous nous sommes attelés à bâtir entièrement l'univers de la marque. Tout était à construire. Lors du relancement de la marque, en 1997, pour tester le marché, un premier lot de 1000 pièces est ainsi réalisé, proposé dans 30 points de vente italiens triés sur le volet. On peut donc en déduire que la marque Panerai a créé quelques montres pour l'armée allemande nazie et l'armée fasciste de Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale, avant de tomber dans l'oubli et de produire que très peu de pièces par la suite et majoritairement destinées aux armées. L'arrêt de la production de montres dans la société par J. Dino, ancien CEO de 1973 à 1997, se fera des années 1970 à 1993 environ. On estime qu'il y aurait environ 300 exemplaires de 1938 à 1992. Après le rachat de la marque par le groupe Richemont en 1997, l'objectif du groupe avec la marque Panerai était assez clair. Tout faire pour créer une marque horlogère avec un passé solide. Et vous allez voir, la marque va très vite devenir un spécialiste du photomontage pour s'inventer un passé. L'image ci-dessous a été initialement publiée sur le site de la marque dans l'onglet Histoire. Si je vous montre cette autre photo, ne voyez-vous pas quelque chose qui cloche? Regardez bien en bas de la photo. Sur celle de gauche, nous pouvons voir Officine Panerai et sur celle de droite, Orologeria Swiftera pour horlogerie suisse en italien. La marque a fait un photomontage de la photo originale pour justifier sa version de l'histoire, comme l'a révélé un article dans le Panerai Magazine. En plus de ça, celui qui a réalisé le photomontage a utilisé la police d'écriture Helvetica pour modifier le panneau original. Malheureusement pour lui, la police d'écriture Helvetica a été créée en Suisse en 1957. Donc, dans les années 1920, date à laquelle la photo a été prise, cette police d'écriture n'existait tout simplement pas. Et puis, si on regarde l'image ci-dessous, nous pouvons voir Giovanni Panerai devant sa première boutique, Orologeria, vers 1860. Si on regarde attentivement, on peut remarquer qu'il y a des montres Omega à vendre dans la boutique. Ça se tient car Louis Brandt ouvre son premier atelier en 1848 et c'est lui qui va fonder la marque Omega. La boutique Panerai va ensuite déménager à son emplacement actuel. À cette occasion, la boutique va changer de nom pour devenir Orologeria Swiftera au début du XXe siècle.
Voici une autre photo où l'on y voit la boutique de montres vers 1934 et nous pouvons voir qu'il y a plusieurs marques dans la vitrine, y compris Vacheron Constantin, Longines et Rolex. On peut donc se poser la question, où est la marque Panerai? Où sont les montres? Elle n'a tout simplement pas encore été créée. Ce que nous avons pu voir confirme la supercherie du photomontage qu'a pu réaliser la marque. Nous avons pu voir que l'histoire de la marque est pleine de rebondissements. Dans cette partie, nous allons voir que certaines fausses montres Panerai se sont retrouvées sur les réseaux sociaux officiels de la marque. Selon José, le fondateur de Periscope, il y a de cela quelques temps, en octobre 2018, la marque Panerai décide de faire une série d'efforts pour interagir avec la communauté sur Instagram en repostant certaines photos. La marque a donc mis en place des hashtags pour permettre à chacun de poster des photos de ses montres. En échange, la marque sélectionnait une photo parmi toutes qui allait être repostée sur le compte officiel de la marque. Un profil Instagram en particulier a été reposté à de nombreuses reprises sur le compte officiel de la marque. Malheureusement, il se trouve que les montres que possédait la personne et que du coup la marque a reposté étaient des répliques de montres Panerai. Les montres étaient fausses, comme vous pouvez le voir sur les photos. En plus de ça, nous pouvons voir que l'actuel CEO de Panerai, Jean-Marc Pointroué, les avait likées. La marque a par la suite supprimé ces photos de son compte Instagram. Nous avons vu que Panerai a produit que quelques montres de plongée pour les professionnels uniquement et en majeure partie durant la Seconde Guerre mondiale. À la suite de ça, il y a eu quasiment un arrêt de la production jusqu'au rachat en 1997. La montre étant un outil professionnel, il faut une lecture simple sur le cadran. Comme de nombreuses marques, Panerai utilise des cadrans avec des indications du type 3, 6, 9, 12, 369, etc. Ils ont d'ailleurs déposé un brevet en 2017 et en 2018 sur ce type de cadran. Le problème avec ce brevet, c'est qu'ils veulent s'approprier une propriété qui existe depuis les premiers instruments horaires pour lire l'heure, que l'on retrouve un peu partout, comme dans certains tableaux de bord de voitures, des horloges murales, des montres pour aveugles et même chez d'autres marques de montres. Tout ça pour dire que ce type de cadran existait bien avant leur dépôt de brevet. Jusqu'à présent, ils utilisaient leur brevet pour attaquer en justice certaines petites marques trop ressemblant au soi-disant code Panerai. Un exemple très récent, d'après le journaliste Grégory Ponce du média Business Montre, la marque Panerai a attaqué la marque française de montres Hogarth. Toujours selon Grégory Ponce, la marque Hogarth a gagné le procès et même pire encore pour Panerai, les juges ont prononcé la nullité des droits de propriété revendiqués par Panerai. En gros, c'est-à-dire que leurs brevets et leurs droits de propriété ne valaient plus rien. Bref, à force de vouloir aller trop loin, ça ne passe plus. Faire de son faux storytelling un acte de défense ne passe pas. Après avoir vu les rebondissements qu'il y a eu autour de la marque Panerai, on va maintenant s'attaquer à la qualité de leurs produits et aux mouvements qu'ils ont mis dans leurs montres, car vous allez le voir, je pense que certains d'entre vous vont être surpris. Selon un article paru sur le site Periscope, au début, quand la marque Panerai a été lancée, les mouvements présents dans les montres étaient principalement des mouvements Rolex. Lorsque Rolex a appris que les mouvements allaient finir aux mains des nazis, elle a décidé de retirer le nom de la marque sur les mouvements. Rolex et surtout son propriétaire Hans Wilsdorf ne voulait tout simplement pas être associé à l'Allemagne nazie et c'est tout à fait compréhensible. Cette théorie peut se confirmer notamment au niveau des mouvements qui se ressemblent beaucoup et qui sont dépourvus de tout marquage Rolex. Le mouvement Rolex 618 type 1 a été présent dans les premières montres Panerai, notamment la référence 3646. La plupart des marques horlogères suisses ont fourni des montres haut de camp lors du conflit. Maintenant, la marque appartient désormais au groupe Richemont. Un autre point marquant, c'est que les mouvements soi-disant manufacture de la marque Panerai ne le sont pas forcément. Un exemple en date, le calibre P9200. Il a été utilisé dans la famille de chronographes récemment introduit par Panerai. Mais il se trouve qu'au final, ce module est un ETA 2892-A2 de base avec un module de chronographe du bois des Praz, selon un article paru sur le site Periscope. Sous le nom P9200, beaucoup de grands médias horlogers ont supposé que le nouveau mouvement fut interne, car Panerai utilise le préfixe OP pour identifier les calibres qui ont une provenance extérieure. Il suffit de comparer certains nouveaux mouvements Panerai avec une autre marque du groupe Richemont, la marque Baume & Mercier, par exemple, pour se rendre compte que les deux mouvements sont quasiment identiques et viennent de la même usine. Cette usine s'appelle Val-Fleurier et c'est également la propriété de Richemont. Autre exemple, les modèles PAM 112, 232, 249, 262, 030, 114, 116, 176, 210
qui utilisait le mouvement Panerai OPX qui était en réalité un mouvement ETA 6497-1. Idem pour les mouvements Panerai OP11 qui était en réalité un ETA 6497-1 avec une autre décoration. Bref, des montres à plusieurs milliers d'euros pour un mouvement fiable, précis et robuste, mais qui vient du groupe Swatch, concurrent direct de Richemont. Ces mouvements sont d'ailleurs présents chez Alpina, Tissot, Hamilton, Steinhart pour 10 fois moins cher. En soi, ce n'est pas un problème, beaucoup d'autres marques l'ont fait. Comme Tudor à ses débuts, c'est essentiellement une Rolex, mais avec un mouvement bon marché. Panerai, quant à elle, est une marque de montre qui existe réellement que depuis 1997. C'est vrai que Rolex ne se contentait pas que de fournir des mouvements comme on le prétend souvent. Rolex fournissait des montres complètes également. L'histoire Panerai mise en avant par le groupe Richemont est principalement de la fiction. Plus récemment, la marque a été au cours de quelques scandales, notamment celui de la Panerai PAM 318 qui était une édition limitée de 150 pièces réalisée pour la boutique de New York, sortie en 2011. La pièce coûtait aux alentours des 5000 $ environ, ce qui faisait une belle somme pour l'époque. Le problème avec cette pièce, c'est qu'elle était équipée d'un mouvement ETA 6497 de la plus basse qualité possible. En plus de ça, il n'y avait aucune décoration, aucun marquage Panerai, certains éléments étaient rayés ou marqués sur certains ponts. En gros, c'était un simple mouvement ETA 6497 standard qui coûtait moins de 40 $ à l'époque. Rappelons que la montre coûtait aux alentours des 5000 $ quand même. Une honte pour une marque d'horlogerie dite de luxe et surtout aucun respect pour leurs clients. Pour conclure, la chronologie historique présentée par la société Panerai moderne est une pure invention. La marque Panerai, telle qu'elle existe aujourd'hui, est une construction artificielle créée de toutes pièces en 1997, après que la société Panerai, originaire de Florence, ait vendu son nom, Panerai, au groupe Vendôme, une filiale du groupe Richemont. La majorité des toutes premières montres dites Panerai fabriquées étaient en réalité des montres presque entièrement fabriquées par Rolex. La société originaire de Florence a simplement remplacé les cadrans. En effet, Panerai n'a pas de véritable histoire dans le domaine de l'horlogerie et la plupart des caractéristiques de conception emblématiques des montres Panerai modernes, telles que le boîtier coussin ou le California Dial, peuvent être considérées comme une très forte inspiration sur d'autres marques. Des clients se sentent ambassadeurs de la marque et connaissent celle-ci juste en lisant les nombreuses pages de communication et photomontage de la marque. On peut aimer leur montre, ainsi que la marque, mais contribuer à leurs mensonges et les aider à faire de leur marketing une réalité historique, ça j'avoue, c'est limite. Cette vidéo n'est en aucun cas la réalité absolue. Elle a pour but de vous construire votre propre avis. Vous interprétez ça comme vous le souhaitez. Malheureusement, beaucoup de médias, attention pas tous, n'effectuent pas les recherches nécessaires pour rédiger leur contenu suite aux communiqués de presse officiels que les marques peuvent fournir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la marque dans les commentaires. J'espère que cette vidéo reportage vous a plu. C'est un concept de vidéo que je pourrais mettre en place. Certes, le temps de recherche a été très long. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à la réalisation de cette vidéo et en particulier le site Periscope. Un grand merci à José. Explosez-moi les pouces bleus si vous voulez plus de vidéos de ce type et si vous voulez en connaître davantage, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. À tout de suite.